Avant de commencer cet épisode, je tenais à vous partager toute ma gratitude quand je vois vos commentaires, vos notes, vos partages concernant les épisodes de ce podcast. Je voulais vous dire que ça y est, j'ai ouvert la page Tipeee du podcast Récits aussi toxiques. Donc si vous souhaitez contribuer d'une autre façon à promouvoir et à soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Tipeee. Je vous mets le lien dans chaque description de podcast. Bienvenue sur le podcast Récits aussi toxiques. Des histoires de naissance positives et empuissançantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. J'étais à un cercle de femmes hier soir et je crois que je suis encore là-bas. Comment vas-tu? Comment te sens-tu ce matin? Ça va bien et toi? Oui, toujours dans ton cercle de flammes, tu viens de dire. Voilà. Bon, on continue, c'est un petit peu ça aussi. Ça va bien. Est-ce que tu serais OK de te présenter comme ça t'es juste? Avec tes mots, est-ce que tu aimes dans la vie? Oui, c'est vrai que j'avais pas. En fait, j'ai rien anticipé du tout, tu vois. Tu me dis ça, bah oui, Très bien. évidemment. Ouais. Donc, je suis Elisabeth, je suis maman de 5 enfants, de 16 ans à 3 ans. Et la naissance, je suis tombée dedans avec ma première grossesse. En fait, je pense que ça m'intéressait déjà avant, mais j'osais pas trop regarder. Voilà. J'avais peur que peut-être si je regardais trop, j'avais peur de pas être enceinte, j'en sais rien. Et du coup, je suis tombée dans la marmite. Enfin voilà, ma première grossesse, j'ai commencé à m'informer et puis à lire. Enfin, il y avait moins d'accès à tout ce qu'on a aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de voilà, hein, c'était pas les réseaux sociaux encore, mais il y avait un forum Magique Maman, tu vois? C'est toujours je me dis: «C'est là où on apprend le plus», enfin, ça paraît assez incroyable, mais et c'était vraiment, tout un cheminement. Je voulais donc une naissance naturelle, enfin, voilà, sans péridurale et tout ça, mais moi, j'avais pas assez d'informations, enfin, j'avais pas assez de soutien, j'avais pas donc maintenant, je me dis: «Waouh, c'était, enfin bon, j'étais pas assez informée et et surtout, j'étais très seule, en fait, dans cette aventure où, quand on dit qu'on veut pas de péridurale, déjà, on te regarde un petit peu en rigolant. Tu seras bien contente, enfin voilà. Et donc voilà, et donc j'étais à l'hôpital et donc classique, hein, classique du travail qui était, tout à fait normal et qui est devenu, qui n'a plus été normal à partir du moment où il a été contrôlé, enfin, ou qui était toujours normal mais qui a été contrôlé et du coup, voilà, j'espérais, du coup, pourtant j'étais quand même déjà bien avancée en arrivant à l'hôpital, donc j'espérais accoucher sans péridurale et puis ça a été, changement d'équipe, ça a été sage-femme, qui dit qu'il faut que ça avance plus vite, qui du coup dit qu'il faut percer la poche des os, enfin ouais, le classique. Puis si vous percez la poche, ça va faire plus mal, enfin donc il y a la péridurale qui va avec et tout ça. Et et donc en fait voilà, l'accouchement sous menace en fait. Et puis aussi, enfin c'est marrant parce que vraiment c'est pas du tout marrant, mais je parlais hier des façons subtiles d'obtenir le consentement et c'est vraiment ça, enfin c'est, voilà, si ça avance pas, enfin, à 2 heures à la même dilatation, enfin, un truc complètement hallucinant, c'est césarienne, bon.
Et donc, bah oui, donc évidemment, j'accepte la rupture de la poche, j'accepte la péridurale parce que, oh là là, j'ai très, très peur d'avoir encore plus mal et tout ça et voilà et du coup, ma fille est née par voie basse et en fait, je me dis: «C'était vraiment, espèce de soulagement de fou, elle est née par voie basse, j'ai pas eu de césarienne, j'ai pas eu de forceps, j'ai été menacée là aussi, accouchement sous menace, on va cacher, l'obstétricienne avec ses forceps». Enfin, c'est marrant parce que du coup, je raconte tout ça, j'avais pas prévu de raconter, mais bon, je prends pas l'essence pour le reste. Et, et voilà, et qu'en fait, ouais, c'est vraiment la menace. Ah bah oui, mais souvent quand on fait venir l'obstétricienne, ça, bah, les mamans finalement, elles accouchent, bah oui, tu m'étonnes. Enfin, tant mieux. Enfin, non, mais c'est affreux, quoi. Je veux dire, ça va vous donner un bon coup d'adrénaline et voilà. Donc du coup, j'étais et quand même une épisiotomie sans me prévenir. Euh, et voilà. Et donc en fait, je suis sortie de là, genre juste contente de m'être dit que j'avais accouché par voie basse, quoi, et sans instrument. Mais voilà, que de violence, etc. Et du coup, bah, je me suis, voilà, du coup, là, j'ai vraiment plongé dans une discussion sur l'accouchement à domicile, où il y avait une femme qui était accompagnée par une sage-femme qui était en fait totalement atypique à l'époque, enfin, et toujours, enfin, qui le serait toujours. Et donc, en fait, tout ce qu'elle disait, c'était étonnant parce que c'était en décalage avec tout ce qui se fait d'habitude. Enfin, elle accompagnait toutes sortes de naissances, elle réclamait pas de suivi particulier. Enfin, les femmes faisaient comme elles voulaient, quoi. Et du coup, ça a été une ouverture. Enfin, je me dis, c'était vraiment une chance d'entendre tout ça parce que c'est tellement à milieu de ce qui se faisait habituellement, mais même ce qui se faisait, enfin, tu vois, dans l'accouchement à domicile, quoi. Enfin, je veux dire, était atypique, quoi. Et je pense que ça a été vraiment un très riche enseignement. Et du coup, enfin bref, après cette naissance avec épisiotomie, du coup, je me suis dit jamais plus, je veux savoir avec qui je suis. Et quelqu'un qui va pas me découper, c'est hors de question, en fait, bah voilà, de risquer d'être accompagnée, enfin même pas être accompagnée d'ailleurs, d'avoir juste quelqu'un que je connais pas présente à la naissance. Et voilà, donc je me suis dit, bah, accouchement en plateau technique, ça semble un bon compromis. Puis en fait, plus j'ai creusé, puis je fais, bah en fait, ça sert à quoi d'aller à l'hôpital? Ça sert à rien. S'il n'y a pas de besoin particulier, voilà. Et voilà, et du coup, bah, après, ça a été accouchement à domicile, 2 accouchements à domicile, bah, qui avaient évidemment quand même rien à voir avec l'expérience précédente. Et en même temps, toujours un truc qui allait pas. Et puis justement, ce décalage avec bah, des choses qui se disaient sur ce groupe de discussion sur l'accouchement à domicile. Ouais, puis des choses qu'elle avait faites, quoi. Enfin, la poussée dirigée, enfin, je veux dire, des choses complètement aberrantes. Mais voilà, donc c'était un peu bizarre. En fait, c'est comme si, enfin bref, j'avais pas le langage. Enfin, je sais pas, c'était un peu, ouais. C'est bizarre, ça me convient pas tout à fait. D'ailleurs, j'avais même voulu changer. J'ai failli changer de sage-femme au dernier moment parce que j'ai quand même réitéré une deuxième fois avec elle. Mais après, je me sentais plus du tout, donc je devais changer de sage-femme. Et puis finalement, j'ai accouché avant de rencontrer l'autre sage-femme. Donc bref, pour dire que c'était ah là là. Et puis après deux autres accouchements à domicile, donc voilà, quand même vachement plus respectés. Voilà, mais bon, toujours. En fait, l'expérience que bah, y a quand même quelque chose qui vient interférer, bah, parce que protocole en fait, enfin parce que timing pour la délivrance du placenta. Voilà, c'était surtout ça, alors que tout allait bien. Et qu'en même temps, voilà, cette sage-femme, elle est vraiment super, enfin, j'apprécie beaucoup, mais je veux dire que voilà, malheureusement, c'est difficile de se défaire des protocoles quand il y a autant de pression. Enfin, c'est compliqué de faire venir dans l'espace de naissance une femme qui, de manière légitime, et bah, se sent menacée elle-même parce que malheureusement, les sages-femmes AD sont assez persécutées quand même. Et du coup, bah voilà, c'est pas idéal en fait comme scénario, puisque évidemment, s'il y a de la peur qui est en même temps légitime, bah en même temps, ça complique les choses. Et en fait, c'est après la naissance du coup de ma dernière fille que j'ai découvert juste après, mais vraiment, enfin, c'était douloureux en fait, c'était un peu terrible, genre un mois après, découvrir Freebirth Society, etc. Et là, commencer à avoir un langage justement pour. En fait, c'est comme si tout prenait sens, enfin plein de choses que je sentais, mais j'avais nulle part personne pour donner le langage de. C'est comme s'il y avait tout un mystère qui restait autour de la naissance, etc. Et là, voilà, ça a été vraiment une ouverture incroyable. Et puis du coup, bah, après, j'ai suivi cette formation parce que en fait, pendant des années, je me posais la question de suivre une formation de doula, mais j'arrivais pas. Enfin, je sais pas, j'arrivais pas à franchir le cap.
Et puis là, quand j'ai vu qu'elle proposait du coup avec Yolande une formation Radical Birth Keeper, bah là, j'ai pas hésité. J'ai pas hésité, j'ai foncé. Et en fait, voilà, ça a donné du sens à plein de choses. Enfin, ouais. Et donc voilà. Et donc depuis, j'aime en parler. Même si j'ai fait une longue pause, en fait, je suis contente quand même de parler de la naissance. J'ai même pas envie de dire respectée, c'est juste la naissance normale. De la naissance normale, qui n'est malheureusement pas la norme. C'est bon, il y a plusieurs choses qui sont venues. C'est quand tu disais voilà déjà que les sages-femmes à AD en France étaient bien persécutées, il y a aussi tout un cheminement qu'elles doivent faire dans le sens où leur formation, elles sont pas formées à la physiologie. Elles ont appris le mécanisme physiologique dans le sens où le bébé il descend, il passe par là, il fait comme ça. Mais il n'y a pas comment faire, entre guillemets, pour favoriser que tout se passe bien. Ah bah c'est clair. Bah en fait c'était hier je partageais sur ce podcast que j'ai trouvé tellement inspirant de cette sage-femme officielle. Le problème c'est qu'il n'y a qu'un terme pour dire sage-femme alors qu'en fait c'est deux réalités différentes. Mais bon, sage-femme médicale et qui dit que elle savait pas ce que c'était qu'un accouchement physiologique. Enfin, elle avait même pas les mots pour le dire. Et en fait elle dit ce qu'elles apprennent c'est juste à saboter tout quoi. C'est juste à détruire le processus physiologique. Mais en fait c'est tellement c'est difficile déjà de se rendre compte c'est vraiment une prise de conscience, je pense, difficile. Et il faut vraiment faire tout un cheminement, effectivement, de déprogrammation parce que c'est. C'est ce que j'allais dire, ouais. C'était sur le podcast de Authentic Mom, il y avait une sage-femme française qui était partie, je crois qu'elle est partie à Madagascar, et pour le coup, là, elle avait plus de quoi faire d'écho, elle avait plus de quoi faire, donc en fait, elle a réellement appris son métier, mais en fait, elle disait que c'était, ce qui était très compliqué pour elle, c'est qu'elle devait tout déconstruire ce qu'elle avait appris, et qu'au final, son bagage de sage-femme était presque une barrière supplémentaire pour aller vers la physiologie et vers... Et ça, c'est une phrase qui m'avait vraiment marquée. Comme quoi, c'était plus compliqué de déconstruire que de juste vivre. Complètement. C'est Yolande, elle dit ça, donc avec qui je me suis formée, Boho's Wife, sur Instagram. Et en fait, elle dit pour elle, c'est vraiment tellement une chance de jamais avoir appris dans une formation officielle et même pas d'avoir fait même pas de compagnonnage ou de, tu vois, d'apprendre. En fait, elle a appris parce que juste elle a été appelée à des naissances et elle a appris comme ça. Et en fait, elle dit heureusement parce qu'en fait, sinon, effectivement, c'est tout un déconditionnement. En fait, c'est tellement deux mondes. En fait, on peut pas. C'est pour ça que ce terme de naissance physiologique, de quoi on parle? Parce qu'en fait, c'est juste deux réalités qui ne se croisent même pas. Enfin, c'est deux mondes, quoi. Enfin, on peut pas comparer. Faut juste parler de deux réalités différentes, quoi. Enfin, et donc, effectivement, c'est difficile. Enfin, c'est vraiment changer de réalité. Donc, ça peut être compliqué. Parce qu'il y a toujours ces relents de contrôle. Enfin, voilà, je lis un livre d'une sage-femme, il y a plein de belles choses, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc des centimètres, de la dilatation. Enfin, je sais pas, quand on sait que la dilatation, ça veut rien dire. Enfin, je sais pas, c'est comme si c'était tellement difficile de se séparer complètement de ce modèle. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est difficile aussi, je pense, d'exercer en tant que sage-femme AD, puisqu'elle ne peut pas se détacher de ce modèle, puisqu'on leur demande des comptes dans ce modèle-là. Donc, c'est ça qui est compliqué aussi. C'est qu'effectivement. Vas-y. Ouais, non, en fait, ce qui venait, c'était parce qu'au final, on est conditionné à être dans le faire, et que, en plus, là, la profession médicale, maintenant, c'est la tarification à l'acte. Donc, en gros, tu n'es pas payé si tu ne fais pas. Alors que ce soit Michel Audin, que ce soit... Alors, pour le coup, moi, je pipe rien à l'anglais, donc Free Birth Society, j'y vais pas. Mais d'ailleurs, c'est ce qui me nourrit, en fait. C'est là, ce que tu partages, c'est extrêmement
riche et nourrissant et on peut, enfin, je mesure à quel point on est en retard en France avec la transmission d'informations et c'est fou. C'est fou j'ai l'impression d'être au siècle dernier, quoi, vis-à-vis de ce qui se passe aux États-Unis. Ouais, bah après, c'est quand même minoritaire aux États-Unis aussi. Après, elles sont plus nombreuses, donc, mais c'est quand même quelque chose. Enfin, je sais pas. Enfin, oui, proportionnellement, je pense que c'est peut-être un petit peu plus connu. Mais après, sur Instagram, t'as tout le monde anglophone aussi, donc forcément, ça, c'est beaucoup plus que le monde francophone. Mais, euh, mais ça reste quand même marginal, quoi, parce que, enfin, aux États-Unis, c'est dramatique la situation. Enfin, la mortalité maternelle, enfin, elle crève les plafonds aux États-Unis, quoi. Enfin, comme quoi, c'est pas la technologie qui assure la sécurité. Enfin, je veux dire, c'est. Mais en fait, c'est ce que tu dis, c'est ce truc du faire et c'est aussi ce truc du médico-légal. Enfin, je veux dire que dans le médico-légal, c'est compliqué d'avoir, enfin, de rien faire aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, si on doit rendre des comptes et qu'on sait pas les centimètres, qu'on sait pas ceci, enfin, qu'il y a rien pour quantifier un petit peu, tu vois. Enfin, je pense que c'est beaucoup ça aussi, cette peur du médico-légal. Mais en fait, c'est pour ça qu'on peut pas, enfin, ça se croise pas vraiment, ouais. C'est deux réalités, c'est un choix de dans quel point de vue on se place, en fait. Enfin, Ouais, parce qu'il y a cette illusion de contrôler, en fait, et que ça rassure de contrôler, donc ça rassure de faire, alors qu'au final, on contribue à merder. Ouais, bah, c'est ça. Et puis c'est vrai que bah, j'avais partagé, il y a Rachel Reed, là, qui est une sage-femme qui fait beaucoup de. Ouais. Alors, elle, c'est assez scientifique, mais du coup, c'est bien aussi parce que ça montre aussi les aberrations, donc de manière très rationnelle, avec des études, etc. Par exemple, que la surveillance, enfin, par monitoring continu, enfin, enfin, voilà, ça n'apporte absolument rien si ce n'est plus d'intervention, même chez les femmes dites à risque, grossesse à risque. Euh, donc voilà, et en fait, elle dit finalement, en fait, on ne sait même pas si écouter le cœur de manière intermittente, ça apporte quelque chose, parce qu'en fait, il n'y a pas d'études qui ont été faites, puisqu'on voilà, on peut pas risquer de ne pas écouter le cœur, mais finalement, rien qu'en entendant des histoires comme ça autour de ce que j'ai pu entendre, c'est que en fait, ce rythme cardiaque, ça reste un très grand mystère de toute façon, et ce qui se passe avec le monitoring continu, c'est bien possible que ce soit la même chose avec le Doppler, dans le sens où il y a des bébés qui descendent extrêmement bas en rythme cardiaque. Je me rappelle d'une naissance. Bah, c'est Indie Burst aussi qui a un compte assez connu là où elle a 10 enfants et en fait elle est le premier à l'hôpital puis après tous les autres à la maison puis le dixième en fait donc elle était chez elle comme d'habitude, elle écoute le rythme cardiaque, rythme hyper bas. Bon, elle laisse un petit peu de temps, elle écoute à nouveau rythme super bas, donc elle a paniqué, donc elle était à l'hôpital, son bébé il est en pleine santé, enfin tu vois, et donc alors enfin et il est né par voie basse, sans problème, sans rien du tout, tu vois. Et à côté de ça, il y a enfin un rythme, enfin en fait on n'en sait rien. En fait on ne sait pas ce qu'il fait. Je lisais quelque part, elle disait en fait le rythme cardiaque ça permet de savoir si le bébé est vivant ou pas. Mais en fin de compte l'adaptation, parce que ce que dit Rachel Reed, c'est qu'en fait les bébés ils sont hyper résilients, donc en fait le rythme cardiaque peut être un peu flippant à un moment, mais en fait parce qu'on l'écoute, mais en fait on ne sait pas interpréter vraiment ce que ça veut dire pour ce bébé-là à ce moment-là. Enfin, donc quand on intervient, en fait le truc c'est que comme on intervient, on croit que parce qu'on est intervenu c'est bien allé, mais en fait on n'en sait rien, quoi. Enfin, mais bon, dire ça, c'est assez scandaleux. Mais parce que voilà, on croit que si on fait, voilà, au moins on aura fait quelque chose, quoi. Ouais. Donc on se sera protégé pour quelque chose. Et la fameuse phrase, on ne prend pas de risque, qu'on dit en prenant beaucoup de risques, en intervenant beaucoup, en prenant des risques. Et voilà, puis en même temps, bah, c'est aussi vraiment où se situe la femme, la mère, tout ça, qu'est-ce qu'elle veut. Enfin, est-ce qu'effectivement, de toute façon, si on a cette confiance dans le paradigme médical et dans l'intervention, de toute façon, enfin, le but, c'est pas de dire qu'il faut rien faire, puisque enfin, ça résonne tellement avec l'histoire de chacune et sa perception. Enfin, mais bon, après, je me place dans le plan plutôt de la confiance que du contrôle. Et en même temps, cette confiance, ça accepte aussi justement de ne pas contrôler, enfin, de ne pas tout contrôler, l'humilité aussi de dire bah en fait on ne sait pas trop, enfin parfois on sait parce qu'il y a une situation qui est flagrante, je sais pas, se mettre à perdre plein de sang pendant le travail, oui ça c'est effectivement un signe qu'il y a quand même une urgence vitale de perdre beaucoup de sang pendant le travail, c'est pas normal. Euh, mais voilà, enfin à part des choses flagrantes finalement en fait on met, quand il y a rien de flagrant en fait on n'en sait rien, quoi.
Ouais, c'est encore une fois, c'est l'illusion qu'on peut euh, se prévenir de la mort et parce qu'au final l'histoire la conclusion que j'ai de c'est quoi un enfantement, c'est lâcher prise et plonger dans l'abandon et l'inconnu. Donc et cette notion d'abandon total, en fait, on meurt à soi-même pour renaître, et ça a cette dimension sacrée, puisque c'est un passage de vie qui est ultra puissant, nourrissant, puissançant. Enfin, on renaît à soi-même. Enfin, j'ai remarqué, j'ai mon timbre de voix qui a baissé on écoute les lives que je faisais avant la naissance de Robin et après, j'ai la voix beaucoup plus grave. Wow. C'est dingue, c'est un truc de fou. Et juste pour préciser, généralement j'ai la voix qui monte dans les aigus quand je m'énerve. Donc tu t'énerves. Enfin, non, mais moi, c'est pas. Non, mais c'est comme si j'étais plus ancrée, ouais, c'est ça. que j'étais plus enracinée. Ouais. Et maintenant, quand je m'énerve, je monte pas. Ma voix est plus forte, elle porte plus, ça fait un peu plus flipper. Mais ouais, c'est quelque chose je trouve ça extraordinaire. Et que ce soit ce que ça fait sur notre cerveau, que ça fait sur notre corps, c'est exceptionnel. Et c'est sûr que ça, on n'en parle pas parce qu'on réduit la chose à être vivant, coûte que coûte. Et hier, il y avait une femme qui réagissait, qui travaille en néonat et qui réagissait par rapport, j'avais partagé du coup le décès de la petite fille de Solange, donc d'une maman qui a perdu son bébé pendant l'enfantement. Et en fait, elle parlait cette femme disait, en même temps, parfois, on veut sauver la vie coûte que coûte, et qu'elle pensait à une jeune fille, qu'elle a son travail, qui a 13 ans, qui est lourdement handicapée, mais vraiment extrêmement lourdement handicapée, qu'on a sauvée à la naissance. Ça veut dire quoi? Je veux dire, sauver coûte que coûte. C'est aussi faire confiance. Je suis pas à dire que la nature, déjà, ce que montre cette histoire, c'est qu'effectivement, la physiologie peut être respectée, ça se passe pas toujours bien. Donc, déjà, c'est une réalité. Et que ça veut pas dire qu'il faut jamais rien faire si ça se passe mal, pas du tout. Mais là, je veux dire, il y avait rien de flagrant. Donc, c'est pour ça, si elle avait vu quelque chose de flagrant, ça aurait été différent. Mais que sauver à coûte que coûte, ça veut rien dire non plus. Je veux dire, en fait, c'est trop bizarre, cette société. Sérieusement, c'est fou. Je veux dire, d'un côté, on va essayer de sauver des bébés qui naissent extrêmement prématurément et vraiment avec des soins extrêmement lourds, etc. Puis d'un autre côté, on va blâmer une femme parce qu'elle a donné naissance. Je sais pas, c'est comme si on n'accueillait plus rien de ce qui est, de ce que la vie, du flot de la vie, quoi. Et que parfois, si peut-être un bébé ne doit pas naître, c'est aussi parce que justement, s'il ne survit pas à sa naissance, c'est quand même le signe qu'il y avait peut-être un souci qu'on n'a pas forcément vu. D'autant plus, évidemment, quand on ne surveille pas la grossesse et qu'on accepte de toute façon qu'il y est. Donc, mais ouais, je sais pas, cette espèce de truc de super contrôle. Ouais, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. En tout cas pour moi. Je vois pas trop le sens que ça a de vivre à tout prix, quoi. C'est comme. En fait, c'est hyper matérialiste comme façon de voir les choses. Je sais pas. Tu vois, là, pendant la grossesse de Robin, j'ai eu en fait, sur une semaine, j'ai appris 5 décès. Ah. Voilà, ça a été vraiment concentré. En fait, toute ma grossesse, c'était... en gros, il y avait plein de choses sur le même sujet qui venaient sur un temps très réduit. Ensuite, je choisissais, parce que je voulais que ça s'arrête, de travailler dessus sur qu'est-ce que ça me faisait, en fait. Ça s'arrêtait et j'avais l'impression de graduer, tu vois.
Et cette semaine-là, là, c'était vraiment ok. Là, maintenant, tu vas prendre le sujet de la mort. Voilà, sachant que voilà, il y avait Solange avec son bébé, il y avait, c'était vraiment ça. C'est quoi ma relation à la mort? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est ok pour moi dans cet enfantement libre et autonome? Que voilà. Et le fait d'avoir vraiment éclairci ce que je voulais, ce que je voulais pas, soit avec quoi j'étais d'accord ou pas, c'est comme. Alors, tu vois, là, je pense à Harry Potter, tu sais, avec le fait qu'il y a un des trois frères qui accueille la mort telle une amie, une fois qu'il retire sa cape d'invisibilité. En fait, c'était vraiment cette sensation de, ben, en fait, oui, elle est là, elle fait partie de ma vie, et si c'est ce moment-là où, euh, où c'est le moment où ma vie s'arrête, c'est ok. En fait, je suis en paix avec ça. Et c'est vraiment un incroyable cadeau de l'univers qui s'est présenté à moi de pouvoir travailler là-dessus à ce moment-là. Et c'est vrai que ça a de suite. Alors, j'étais en paix avec ça, mais ce qui était très entre guillemets cocasse, c'est que après la naissance de Romain, j'étais plus du tout alignée avec le sujet de la mort. C'était mais jusqu'à la fin de l'enfantement, jusqu'à ce que le placenta sorte, il y avait vraiment, j'étais vraiment en paix avec ça. Moi, je pense que c'est un sujet que, enfin, voilà, les femmes qui veulent enfanter, enfin, déjà, bah, toute femme, peut-être, c'est quand même une idée qui peut la traverser, déjà, rien qu'en étant enceinte, quoi, mais effectivement, avec le sujet de l'enfantement libre, c'est décuplé, quoi. Parce que c'est l'histoire toujours de la responsabilité, c'est que, ouais, si ça t'arrive, on va te blâmer, C'est ça. alors que si ça arrive à l'hôpital, et ben, c'est la faute à pas de chance, s'il y a une sage-femme, c'est on va vilainiser, comme en anglais on dit villainize. Je sais pas trop, mais j'aime bien ce mot en anglais. En tout cas, voilà, on va dire que c'est la faute de la sage-femme. Et bon, c'est aussi un peu la faute des parents qui sont quand même fous d'avoir fait ce choix-là, mais il y a quand même aussi quelqu'un qu'on va pouvoir accuser, quoi. Et puis quand c'est toi, bah, c'est toi seul qui prends, quoi. Donc c'est sûr que c'est des sujets, ouais, c'est des gros sujets à traverser. Puis ce qui est difficile, en fait, c'est pas seulement la mort, c'est effectivement tout le contexte social qu'il y a autour, quoi. Non, mais je veux dire, voilà, si la mort déjà était beaucoup moins, enfin, était moins tabou déjà dans la société, déjà ce serait plus facile. Et puis enfin, tu vois, j'avais parlé avec une avocate qui défend des femmes et ça, autour d'Anna qui ont pu être compliquées. Et elle disait, pour le procureur, c'est inacceptable qu'un bébé meure à la maison. Et tu vois, tu te dis, mais, enfin, c'est fou, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, c'est sûr qu'à partir de ce postulat, il y a de quoi être un peu flippé du contexte social, mais je veux dire, pourquoi c'est plus inacceptable? Oui, parce qu'on imagine qu'à l'hôpital, on a pu tout faire, tu vois? Mais en fait, voilà, on sait bien aussi qu'il y a des décès qui sont dus à des interventions. Donc, enfin, en fait, tout est, je sais pas, c'est tout un mode de pensée, mais c'est vrai que du coup, voilà, ce choix de l'enfantement libre est d'autant plus lourd quand il y a tout ce contexte autour. Au final, c'est comme simplifier, même si c'est jamais simple, que l'enfantement, c'est aussi risqué que la vie, parce que la mort peut arriver quand elle arrive, et c'est pas parce que, voilà, ça arrive à ce moment-là. Ouais. Après, c'est sûr que c'est quelque chose, on y pense plus à ce moment-là, que même si ça peut arriver tous les jours, on n'y pense pas forcément tous les jours. Quand on sort de chez soi et qu'on peut toujours se faire renverser par une voiture ou que sais-je, mais c'est vrai que c'est cristallisé quand même autour de ce moment-là, même si en soi, c'est pas plus risqué que de conduire enceinte. J'entendais un obstétricien qui interdisait sa femme de conduire enceinte, parce qu'il trouvait que c'est justement super dangereux. Vu, tu vois, l'état un peu altéré de conscience pendant la grossesse qu'il peut y avoir. Je me dis, ah bah, tu vois, enfin, effectivement, ça peut être dangereux de conduire quand on est enceinte. Est-ce qu'on interdit toutes les femmes de conduire? Bah non, enfin, parce que voilà, c'est aussi, ça fait aussi partie, enfin, de la vie, etc. Mais du coup, à la limite, tu vois, enfin, qu'est-ce qui est plus dangereux? Enfin, comme quoi tout est selon le référentiel qu'on a et c'est vraiment la lecture du monde. En fait, c'est vraiment notre philosophie de la vie, l'enfantement. On enfante comme on voit la vie, quoi. Tout à fait. Donc, et il y a, tu sais, là, j'ai les illustrations de Lucille Gomez qui me viennent avec le fait que bah, la naissance, c'est un enfantement, c'est un processus physiologique naturel et
pas impromptu, mais on peut pas intervenir dessus, comme maintenir son corps à 37 degrés, comme faire caca, comme vomir, comme voilà, c'est du même ordre, et en même temps, voilà, il peut y avoir, comme on dit, de la pathologie avec, on peut avoir 39 de fièvre, on peut avoir pas être constipé, enfin, on peut avoir, voilà. Ouais. Alors, je vois qu'il est la demi. Ça te dit qu'on passe aux questions? Ouais, vas-y. Alors, Ouais, alors il y en a qui, je sais pas quelle question tu as eu, donc je vais pas pouvoir t'aider avec celle que tu as eue. Moi, je alors, me souviens de quelques questions. moi, j'en ai pas reçu, mais je me souviens une à propos du fer et je m'en souviens une à propos du conjoint. D'accord. Oui. Et puis, il y en avait une aussi avec contraction, bébé postérieur, contraction. Mais je te propose de commencer par celle-là. Bébé postérieur, enfin, je sais plus exactement, mais contraction rapprochée. Comment débloquer la situation? Ouais, je crois que le truc, c'est comment débloquer la situation. Et du coup, en fait, finalement, on a un peu dit, on a un peu dit la réponse, je pense, avant, de manière très indirecte, mais c'est vraiment toujours cette sorte de philosophie de la naissance, quoi. Enfin, en fait, ça c'est la clé de tout. C'est en fait en quoi c'est un problème, quoi. Enfin, un bébé en postérieur, c'est pas un problème, des contractions. Enfin, en fait, c'est un problème quand on a des attentes, quand on est en fait dans ce moule de l'enfantement qui doit évoluer de telle manière, tel rythme, tel truc, telle position qui va pas, enfin, mais qu'en fait, quand il y a plus ça, il y a plus rien, quoi. Enfin, il y a plus de problème. Il peut y avoir la difficulté de traverser ça c'est sûr, que ça peut être dur, intense, et cetera, et que du coup, bah, évidemment, l'environnement dans lequel on est, va jouer à voilà 3000 et puis aussi comment on s'est préparé à ça, parce qu'effectivement, si en fait, c'est quand même incroyablement bien fait et pernicieux tout ce qui est autour de la naissance, quoi. Parce que déjà, on fait le fait qu'il y ait déjà le bébé postérieur, c'est un problème. En fait, on pose plein de problèmes à la base, donc forcément, en enfantant, tout ça, c'est des problèmes, quoi. Enfin, et donc c'est compliqué, et donc on va chercher de l'aide, et la boucle est bouclée, quoi, parce que effectivement, l'enfantement était vraiment compliqué, donc heureusement que on est intervenu parce que le bébé était postérieur, et qu'en fait, à partir du moment où tout ça, c'est plus un problème, ben, du coup, c'est ça veut pas dire que c'est pas intense, ça veut pas dire que ça peut être difficile à surmonter physiquement, psychologiquement, et cetera. Mais déjà, quand à la base, c'est plus un problème, ben, c'est quand même ça simplifie les choses, quoi. Donc enfin voilà, du coup, moi, c'est plus travailler sur l'état d'esprit, avant, et ouais, parce qu'après, enfin, en fait, c'est fou. En fait, on voit tout comme des problèmes, et c'était cette petite vidéo hier de Yolande, c'était, le bourrelet de colle, enfin ça existe pas, mais quelqu'un me disait: «Beh, ça veut dire qu'il y a pas de complications». Bah non, en fait, elle dit pas qu'il y a jamais de complications, mais ça veut dire que ça n'en est pas. En fait, remettons, les choses à leur juste place, quoi. Effectivement, bah, il peut y avoir des vraies complications, je sais pas, un placenta qui se décroche, oui, c'est une vraie complication, enfin, pendant le travail. Mais bon, un bourrelet de colle, c'est juste qu'on allait mettre ses doigts et qu'on a regardé, qu'on a considéré que ça avançait pas bien, et qu'enfin, en plus, on est venu agresser cette zone quand même, donc c'est pas de suivi, pas de problème, voilà. Merci, je navigue, je sais. Bah, c'est un peu ça. Enfin, en tout cas, cette forme de toute cette vision autour de la naissance, tout est problème, donc forcément ça se passe mal. Enfin, tout est problème avant, tout est problème pendant, donc, et après on a sauvé la situation. Bah non, enfin, Et après, on est tous et traumatisés. après Tout est voilà, tous on est tous traumatisés. traumatisés, ouais. Ce que disait hier dans le podcast cette sage-femme, c'était, voilà, les femmes arrivent, elles sont en bonne santé, tout va bien, et elles ressortent de l'hôpital et elles sont cassées, traumatisées, quoi. Voilà, c'est enfin, je veux dire, enfin, c'est quand même incroyable, enfin, le nombre de personnes, alors je dis pas que la santé est optimale à notre époque, voilà, on pourrait être en meilleure santé, collective, mais bon, en gros, quand, ça va quand même à peu près, plutôt bien, enfin, même quand ça va pas forcément hyper bien, quand même le processus de naissance, il marche quand même assez bien, tu vois? Enfin, et c'est pas normal que toutes ces grossesses à bas risque, ça se finisse enfin, en césarienne, en déclenchement, tout ça, enfin, ça a pas de sens, quoi. Donc voilà, donc éliminer les problèmes. Changer de regard sur la naissance, changer ses lunettes. Est-ce que ce serait comme grossesse libre ici, et j'avoue que je n'ai jamais été aussi zen et confiance.
Confiante. C'est magnifique. À Adé pour un premier. Merci. Tu es en France, je navigue, je sème. Non, mais c'est vrai enfin, je demande parce qu'il y en a quelques femmes qui le font en France, mais c'est vrai que c'est voilà, toujours ce contexte social est complexe. Donc je suis curieuse de savoir où tu es parce que je sais qu'il y a des femmes qui apprécient de ne pas être en France, justement. Elles ont plus de liberté pour vivre leur grossesse libre. Mais effectivement, ce que tu dis, grossesse zen et confiante, parce qu'en fait, souvent, c'est hyper anxiogène, en fait, puisque oui, enfant dans le 44. Ah, trop bien. Génial, super. Bravo. mais c'est vrai que voilà, souvent, c'est hyper anxiogène, en fait. Déjà, quand on se pose la question de savoir si ça va bien, quand ça va bien, enfin, si tout va bien. Mais en fait, tout ça, c'est un ensemble de choses, parce qu'en même temps, je lisais un livre d'une sage-femme, et donc c'est une sage-femme qui fait les AAD. Et en même temps, comprendre que c'est quand même, enfin, en lisant le livre, je comprends que c'est quand même une démarche rare, enfin, je veux dire, enfin, de s'approprier à ce point la grossesse, quoi. Et du coup, forcément, enfin, en fait, il y a toute cette relation, du coup, bah, les femmes apprécient effectivement d'être un peu managées, on va dire, avec tous ces, enfin, avec ces examens, avec la sage-femme qui connaît, etc. Et peu de femmes, en fait, ça va vraiment, enfin, quand je dis c'est la philosophie, c'est philosophie de vie, mais philosophie vis-à-vis de la santé, enfin, est-ce qu'on apprend aussi, c'est pas juste je vais faire une grossesse libre comme ça en partant de nulle part, c'est vraiment tout un chemin de se réapproprier son corps, sa santé, etc. De sentir ce qui va et ce qui va bien, parce que quand les personnes disent bah en fait, moi je sais même pas, enfin, en fait, tellement déconnectée de moi-même que je sais même pas quand ça va ou ça va pas, euh, on comprend dans ce cas qu'il y ait cette logique du suivi médicalisé parce qu'on va contrôler certaines choses que. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas très clair, je sais pas. Mais qu'en fait, la grossesse libre, c'est vraiment aussi. En fait, je crois qu'ils essayent de dire que c'est pas. Enfin, je me sens pas dans le truc de dire à toutes les femmes, tout le monde devrait faire ça, etc. Parce qu'en fait, c'est tellement un chemin et c'est tellement, ça va hyper loin, mais c'est de se réapproprier son corps, sa santé, sa vie, sa souveraineté de manière hyper générale, en fait. Ça va, tout va ensemble. Donc c'est pas pour dire que c'est nul ce suivi, enfin ça n'aurait pas de sens, enfin, je crache pas sur ce qui se fait, enfin bon, les choses à dire, mais je veux dire qu'effectivement dans une société où en fait on n'a pas cette culture de l'autonomie vis-à-vis de la santé, etc., bah, c'est logique en fait. Mais du coup on va checker, voir ce qui va pas, alors que bah, effectivement, que je navigue, je sème, je ne sais pas quel est ton prénom, tu dis bah, tu te sens hyper zen et confiante parce qu'en fait j'imagine, enfin je suis quasiment sûre que voilà, tu as cultivé cette connaissance de ton corps, de sentir ce qui va bien, ce qui va pas, ce dont tu as besoin, etc. Et donc c'est toute cette autonomie. Ouais, c'est toute cette autonomie de manière générale vis-à-vis de la santé, et juste la grossesse, c'est juste dans la continuité en fait. Je pense que ça devient juste quelque chose de logique quand on a mis plein de choses en place avant. Mais sinon, ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, de toute façon, enfin, tu vois, c'est pas un absolu en soi de dire on va pas faire de suivi pour pas faire de suivi. Non, c'est pas du tout le but. Le but, c'est quand en fait la femme, elle est sa propre sage-femme quelque part, quoi. Enfin, et ça peut vouloir dire aussi aller chercher de l'aide extérieure pour telle ou telle chose, mais se sentir vraiment pleinement au volant de sa grossesse et voilà, décider qui on va voir selon ce dont on a besoin, quoi. Réapproprier l'impuissancement, se réapproprier sa vie. Et ouais, et puis voilà, et que c'est pas et c'est pas a priori un événement médical, enfin que c'est tellement de choses. Enfin, en fait, c'est tellement triste d'avoir juste la préparation enfin, le suivi de grossesse qui est juste prise de poids stupide. Enfin, je veux dire, enfin que des trucs comme ça dure 10 minutes et après, en fait, on peut passer à côté de tellement de choses juste en étant dans cocher ces cases parce qu'en fait, non, on connaît pas la personne, quoi. Enfin, on peut passer à côté de problème parce qu'il y a ce lien enfin, se connaître, quoi, être. Enfin, bref, il y a tellement de choses à dire. Mais là, tu vois, il y a un truc que j'ai trouvé quand même assez exceptionnel dans la grossesse libre et autonome de Robin. C'était que j'étais tellement en lien avec ce qui se passait en moi que j'étais capable de sentir mon col. J'avais vraiment la sensation d'un petit bâton, c'était fou, c'était hallucinant, alors que j'ai jamais été à l'aise d'aller checker avec mes doigts, mais par contre en termes de ressenti, je trouvais ça hyper hallucinant, quoi. Jamais j'aurais pensé que ça aurait amené à ça.
Attends, il y a eu plusieurs messages. Ouais. Ben, c'est Ambre, du coup. Ambre. Voilà. C'est Ambre. Ambre, et clairement, la grossesse libre, c'était une évidence pour nous, surtout après un très gros rejet de la sage-femme à AD pendant toute la première grossesse. Une grosse incohérence. Pourquoi se soumettre au protocole alors que je sais que tout allait bien se passer et que je n'avais besoin de personne? Voilà. Non, bah, c'est sûr. Pourquoi se soumettre au protocole sans raison? Bah oui, c'est sûr. C'est clair. Super. Génial. Mhm. Tu veux qu'on continue avec une autre question? Ouais. Alors, c'était à propos du fer. Je crois que c'était le fait de prendre du fer pendant la grossesse. Ouais. Quelque chose comme ça. Gros sujet aussi. Comment résumer? Bah, déjà, il y a ce qu'on appelle l'hémodilution. Donc, en fait, c'est l'expansion du volume sanguin pendant la grossesse qui fait que, logiquement, le sang étant plus dilué, du coup, le taux de fer est moins concentré, quoi. Donc, c'est juste normal. Enfin, c'est un bon signe même d'avoir une baisse. Enfin, je parle pas d'avoir un seuil vraiment dans les chaussettes, mais en tout cas d'avoir une baisse du taux de fer dans le sang. Et puis, moi, j'ai une story à la une, anémie, où du coup, il y a Michel Audin, c'est un texte de Michel Audin là-dessus. Lors d'un stage, il avait expliqué comme quoi le placenta faisait juste parfaitement son taf, dans le sens où mais s'il y avait moins de fer, c'est que le bébé en avait besoin et donc il allait le chercher là où il y en avait. Ouais, donc en fait, c'est physiologique d'avoir une baisse de fer. Après, ce qui compte aussi, parce que là aussi, en fait, à l'histoire de fer, on est vachement dans les chiffres, et qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est les symptômes. Donc, on vit pas enfin, un taux de fer, ça veut rien dire d'une personne à l'autre. C'est pas forcément, on vit pas les choses de la même façon. Si le fer est à 9 chez une femme qui est en pleine forme et qui pète la santé, enfin, il n'y a aucun symptôme, c'est que ça va bien. Si une autre femme, elle est super fatiguée, super essoufflée, enfin, a d'autres symptômes, ok, on peut se poser la question. Après, c'est quel fer on prend aussi. C'est Lola Naturodoula qui a fait un post sur la prise de fer. Elle parle d'alternatives aux tardiférons, parce que voilà, c'est aussi des inconvénients. Le foie de bœuf est un bon aliment pour booster son taux de fer. Et puis après, en fait, je renvoie aussi, alors il faut lire l'anglais, mais dans ma story anémie, je renvoie vers des posts en anglais qui expliquent en fait que la carence en fer, c'est pas, ouais, boudin noir aussi, why not, ouais, c'est bien. Comment dire, la carence en fer, c'est en fait lié à du manque de cuivre biodisponible, etc. Enfin, bref, c'est un sujet qui mérite d'être quand même creusé. Et je voulais rajouter aussi, dans le livre de Jacqueline Lavillonnaire, qui est donc une sage-femme AAD de très longue date, elle parle aussi d'un autre marqueur qu'on ne vérifie pas d'habitude et qui permet justement de distinguer selon le taux de fer. En fait, c'est assez intéressant parce qu'elle découpe si on a des symptômes, si on n'a pas de symptômes, si le taux est à temps, et du coup vérifier tel autre marqueur. Et ça, je voudrais partager en story parce que je trouve que c'est quand même intéressant. Parce qu'on rentre plus dans le détail que juste, en fait, être supplémenté de manière systématique, tout le monde pareil. Enfin, l'industrialisation du suivi de grossesse, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Ce qui compte, c'est vraiment comment on sent, et voilà, et chacune a des besoins différents, quoi. Mais justement, autour de moi, il y avait des personnes, en fait, voilà, leurs résultats sanguins indiquaient qu'elles avaient plus de fer. Ouais. Et le truc, c'est que soit elles avaient des perfs, soit elles avaient des cachets. Et le truc, c'est que, en fait, il fallait y retourner parce qu'entre guillemets, c'était le symptôme qui était travaillé et non pas chercher d'où est-ce que ça venait. Euh, elles en arrivaient des fois même à tourner les pommes, quoi. Donc, Oui, après, en fait, c'est toujours intéressant de rechercher la cause, quoi. Et souvent, en fait, là, on s'arrête là, alors qu'en fait, quelle est la cause derrière? C'est vrai, par exemple, le store de cuivre biodisponible, c'est quand même un gros point totalement méconnu. Et c'est ça, je crois que ça aide à l'assimilation du fer, enfin, en tout cas, enfin, ou pas à l'assimilation, en fait, enfin, au recyclage du fer. Enfin, je rentrerai pas dans les détails parce que c'est trop confus pour moi, mais et qu'il y a des posts qui sont très bien faits là-dedans, à ce sujet.
Mais en tout cas, c'est pas juste, voilà, une histoire de, à partir de 10, je sais pas quoi, il faut, prendre, des suppléments. Surtout que j'avais partagé en fait, c'est ma sage-femme qui m'avait dit qu'en fait, des femmes qui se supplémentaient pouvaient perdre plus de sang au moment de la naissance, si elles se supplémentaient de manière, en fait, qui était pas nécessaire. En fait, le corps, il cherche à éliminer, donc on cherche pas ça non plus. Et quand j'avais partagé ça, il y avait une autre sage-femme qui m'a dit: «Oui, c'est vrai, j'ai constaté ça aussi». Le corps, il est super intelligent, donc il va toujours chercher à se rééquilibrer. Donc en fait, si on le supplémente, juste parce qu'en fait, si on se sent hyper bien et que et qu'on prend du fer juste parce qu'on a atteint tel taux et qu'après on doit saigner plus à la naissance parce que notre corps, il veut se rééquilibrer, ça a pas vraiment de sens, quoi. Enfin, ceci n'est pas un conseil Mmh. médical. Oh là là. Et, bah, j'ai hâte que tu partages ça en story, hein, que je vais pouvoir mettre en story permanente après. Ah ouais, bah là, en fait, bah, je peux le refaire passer parce que je le referai passer parce qu'il était, tu vois, déjà, mais c'est vrai qu'en fait, faut remettre régulièrement en circulation parce que sinon, on sait pas. Mais ouais, ouais, et puis, il y avait aussi, j'avais un et c'était un autre post où elle parlait du lien aussi avec la prééclampsie, enfin une sage-femme qui parle de ça, une supplémentation non nécessaire. Donc c'est pas de toute façon, c'est pas anodin de se supplémenter, Ouais. et il faut le faire qu'à bon escient, quoi. Donc ouais. Bon, il reste 12 minutes. Ouais, Ça te dit qu'on finalise avec la dernière question? Tu vois, finalement, 3, c'était parfait. moi c'est bien. Euh, donc, c'était, voilà, le conjoint n'est pas du tout soutenant. Comment faire? Je me souviens de cette phrase. Comment Ouais, faire? c'était sur tous les choix d'enfantement, de maternage et tout ça. Comment faire? Bah, là aussi, c'est un très très vaste sujet. Mais, en fait, j'ai envie de dire, comment dire? Être réticent au départ parce qu'il est juste le fruit de sa culture, c'est quelque chose de normal, enfin je dirais de d'habituel, enfin voilà, je veux dire, c'est pas forcément, en fait, ils se voilà, on est le fruit de notre culture et quand on sait jamais pas ne pas l'inviter, ne pas le prévenir. Pour la naissance, ça peut, mais bon après pour s'occuper de l'enfant, c'est déjà plus compliqué. Faut voir comment il le prend. Mais effectivement, enfin, être présent à la naissance, c'est pas du tout une nécessité. Mais en fait, ça parle plus moi je Ouais. trouve que ça parle plus de la relation de couple que de ces sujets-là, en fait, enfin. Parce que quand même, quand il y a vraiment une volonté de s'écouter, de prendre en compte l'autre, de s'intéresser à son point enfin une dynamique d'ouverture, enfin je comment dire? Rejeter en bloc, ce que la mère qui porte l'enfant dans son ventre, enfin qui va vivre l'enfantement, ce qu'elle veut vivre avec son enfant, enfin le rejeter sans s'y intéresser un tout petit peu, enfin je sais pas, je me dis, enfin pour moi ça parle plus du couple que de je sais pas comment dire, quoi. C'est comme, ouais, toujours, «Ah oui, mon mari, il a peur que je meure pendant l'enfantement». OK, donc il a peur pour toi, c'est normal, bah, enfin, c'est normal. Il est fruit de sa culture, il a des peurs. Plein de gens ont peur, dès qu'on parle de naissance à la maison, donc c'est pas c'est pas si extraordinaire qu'il ait peur, mais en même temps, à partir du moment où on peut expliquer les choses, montrer, des études s'ils ont besoin d'un truc un peu rationnel, parce que voilà, les études, elles vont quand même dans le bon sens, même si ces trucs-là, c'est pas que du rationnel, c'est aussi hyper émotionnel. Mais bon, ça permet quand même de poser des choses, qu'on explique, vraiment la physiologie de la naissance, que ce qui favorise le fait que ça se passe bien, enfin, quand on explique plein de choses et s'il y a pas un peu d'ouverture en face, je sais pas comment dire, quoi, mais pour moi, ça parle plus de la relation de couple que de ces sujets-là. Après, enfin, ouais, je trouve que ouais, c'est délicat. Mais tu vois, moi, ça me fait penser au fait que, effectivement, le fait que tu aies nommé la peur, je me dis, mais oui, mais en fait, c'est évident. Et en communication non violente, voilà, on se responsabilise aussi de nos émotions. Et nos émotions nous appartiennent. Donc, c'est pas parce que ma fille, oh là là, ou mon fils, euh, qui a j'ai un ref, donc il s'en prend pas la tronche, le pauvre. Euh, c'est pas parce que, par exemple, quelqu'un tombe par terre que c'est de sa faute que ça active ma peur. Voilà, c'est moi, il y a une peur à l'intérieur de moi et elle m'appartient. C'est à moi de l'accompagner, c'est à moi de faire un travail pour aller l'accueillir pleinement. Voilà. Et si c'est pas quelque chose que je fais par moi-même, l'autre ne peut pas avoir
l'autre peut l'écouter, l'autre peut l'accueillir, mais il pourra pas y faire quoi que ce soit, puisque c'est la mienne. Bah, complètement. Enfin, sauf que ce que j'entends de un peu compliqué dans cette question, enfin, ce que j'ai l'impression que ça veut dire, c'est quand même, enfin que le conjoint en question n'est pas dans cette démarche de s'approprier justement ses peurs, et cetera, et que du coup, bah, si enfin, ouais, enfin, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et c'est sûr que c'est une réaction, très mûre et très saine de s'occuper de ses propres peurs, mais et en plus, là, c'était pas que la naissance, parce que bon, la naissance, encore, voilà, peur, peur d'être veuf et accepter de me faire une révision utérine, mais qu'il te fasse lui-même une révision utérine, non, j'imagine aller à l'hôpital. Non, mais ça me parle tellement, en fait, ce que tu partages. Je navigue et je sème. Je suis désolée, Ambre. moi, les prénoms, ça... Ambre, voilà. Euh, c'est parce que pour le coup, au moment où je l'ai annoncé, parce que mon conjoint voulait absolument qu'on reparte en plateau technique comme on avait fait pour entraîner, et moi c'était pas du tout ok, et je lui ai dit clairement, bah écoute, voilà, moi je veux ça, et si ça te va pas, bah, je préfère être toute seule au moment de la naissance, voilà. Et je dis pas que c'est la solution, mais en tout cas pour moi c'était non négociable. Et d'avoir fait comme ça a généré beaucoup de tension, on s'est engueulé comme pas possible. Il est parti, il est revenu, bon ok, tu veux, Il va chercher. tu veux qu'on fasse comment? Et effectivement, c'était quelque chose qui, lui, le faisait flipper. Et je me souviens que ça l'avait rassuré d'acheter 3 litres de Daquin pour pouvoir se désinfecter les mains si jamais fallait aller chercher le placenta. Et enfin, tu vois, j'étais vraiment alignée sur le fait, mais de toute façon, il fera pas ça. Mais c'est juste que faire acheter du Daquin, ça rassurer, donc vas-y, rassure-toi. Voilà. Mais de toute façon, tu iras chercher rien du tout. Ça ira très bien. Mais là, Ambre, tu dis que lui, il va aller chercher le placenta et les bouts de membrane. Waouh. Bon, je pense qu'il n'y aura pas besoin. Hein. Là, c'est le. Donc là, c'est l'autonomie totale. Même pour gérer, mais voilà, le très, très faible risque de complications. Enfin, a priori, il n'y a aucune raison de faire une hémorragie. Mais waouh, en tout cas, il est partie prenante hein, de vouloir s'impliquer à ce point. Mais donc oui, effectivement, pour la prévost à la naissance, il n'y a pas besoin, effectivement, de dire, bah, voilà, si toi, t'es trop stressé, enfin, voilà, voilà, genre, j'entends tes peurs, mais de toute façon, bah, ça peut pas être autrement parce que je peux pas faire autrement que, voilà, c'est pas possible, donc tu seras pas là. Après, c'est compliqué quand on parle de maternage et de cododo, etc., parce que c'est sur le long cours, quoi. C'est vrai que la naissance est ponctuelle, même si, voilà, ça peut susciter beaucoup de discussions et tout, mais c'est vrai qu'après, en fait, je pense qu'il faut surtout travailler sa relation de couple. Parce que, ouais, enfin, je sais pas, enfin, moi, je vois mon mari, quand je vais parler d'accouchement à domicile, il s'est un peu décomposé, mais bon, après, je lui ai expliqué, puis c'est beau, quoi, il a accepté, il a compris, c'était la première réaction, genre, enfin, il m'a pas dit non, d'ailleurs, il m'a dit, enfin, je sais pas ce qu'il m'a dit, je crois qu'il s'est juste décomposé. Ou peut-être qu'il a dit non, non, mais comme ça, quoi. Et après, évidemment, le fait d'expliquer et tout, bah, c'était ok pour lui, quoi. Donc, ouais, donc je pense que vraiment, ouais, que chacun, enfin, travaille en fait, c'est tout ça, c'est pas de la solution de, voilà, la truc magique pour faire accepter telle ou telle chose. C'est plus travailler sur soi et travailler sur la relation de couple, quoi. Mais ça me rappelle, tu sais, Florian, il était venu partager son récit de naissance lors d'un live et il avait partagé le fait qu'au début, oui, effectivement, c'était hyper inconfortable pour lui de partir sur un nana. Et en fait, ce qui le rassurait, c'était de voir sa conjointe qui était en confiance, en fait, qui était stable sur ses assises. Oui, je veux ça. Et je sais que pour le coup, Johan, donc mon conjoint, c'est pareil. C'était sur la question des échographies. Moi, j'en voulais pas du tout. Bon, finalement, la vie a fait que j'en ai fait quand même une. Mais c'était lui, il voulait absolument en faire. Il flippait, il voulait faire plein de prises de sang pour voir comment était Robin. Et moi, à l'intérieur de moi, c'était non, en fait, on n'en a vraiment pas besoin. Enfin, j'en ai pas besoin et je suis même mal à l'aise à l'idée d'aller faire une échographie plutôt que de pas y aller. Et j'avais cette sérénité intérieure quand je disais, ben, en fait, je vais pas faire d'échographie. Et c'est ça aussi qui l'a apaisé. Complètement. Ah ouais, je crois à fond à ça.
en fait, irradier la confiance, ça donne confiance, quoi. C'est délivrance sa beauté car il appelait Samu. Oh. Désolée. Ouais, c'est sûr, ouais, c'est important de parler avant ouais, ouais, de, enfin, de tous ces cas de figure et que le fait que même si on hurle qu'on n'en peut plus, etc., que c'est normal et tout. Mais effectivement, j'ai déjà entendu des histoires comme celle-ci. Conjoint qui panique et qui appelle le SAMU. Ouais. C'est bien de pouvoir évoquer le maximum de choses avant la naissance, ouais, pour être vraiment en phase. Même la parentalité. Ouais, faut évoquer aussi la parentalité. Complètement. Mais ouais. Mais c'est vrai que ça peut être très douloureux. Enfin voilà, chaud doudou à celle qui a posé la question, parce que je crois que ouais, ça peut être vraiment difficile de. Ouais, cargaison de chaud doudou, écoute-toi. Julia qui pue le soir. Ok, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de. Voilà, qui monte, que tu as envie de partager et qui est vivant pour toi là maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ah, je sais pas quoi dire, si ce n'est vraiment en ce moment, je suis dans beaucoup de tristesse d'entendre toutes ces histoires de sabotage, et je me dis, mais vraiment, ouais, que c'est tellement précieux, voilà, de vivre une naissance normale. Ouais, enfin que ouais, le cadeau d'une naissance physiologique, c'est inestimable, quoi. Vraiment pour la mère, la famille, le bébé, tout le monde, quoi. Enfin, et la société, le monde en général. Et merci Ambre pour pour ton partage. J'ai hâte que tu racontes comment ça s'est passé. Oui, avec joie. Vraiment chouette de te lire. Merci Charlotte. Merci à toi Elisabeth. C'est toujours un plaisir. D'ailleurs, j'étais en train de me dire que le dernier live qu'on avait fait, c'était, tu sais, avec mon ancien compte. Donc ça fait plus d'1 an. Ah oui, ouais. Ça m'avait manqué. Ça doit faire 2 ans, ouais, presque. Ouais. Ouais. Bah, la naissance est simple, quoi. La naissance est simple. On va finir par cette touche-là. Enfin, et qu'on la complexifie trop. Donc, retournons à la simplicité. Merci beaucoup. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode ? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures en puissance. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.